Bonsoir à tous. Donc, dans cette nouvelle série, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier en détail les règles de la mitzvah de la Souka. Dans le Sefer Vaïkra, Parashat Emor, le Passouk explique ainsi la mitzvah de vivre dans la Souka. Basukot teshvu shivat yamim. Dans des soukot, vous vous installerez pendant 7 jours. Ki basukot, car dans des soukot, Hoshavti, j'ai installé et Bene Israël, les enfants d'Israël, Behotzi, Otam, mais Eretz Mitzrayim, quand je les ai fait sortir d'Égypte. Donc quand on parle des soukot, a priori, le sens simple, c'est de cabane qu'il s'agit. Mais dans notre Gemara, dans le Talmud Bavli, donc, dans Souka, Daf Yud Aleph, il y a un débat entre les Tanaïm à ce sujet. Rabbi Akiva dit qu'il s'agit effectivement de véritables cabanes. Dans des cabanes, j'ai installé les Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Ils se sont installés dans un endroit qui s'appelait Soukot. Tandis que, selon Rabbi Eliezer, le Passouk fait référence aux Anané Kavod, aux nuées de gloire qui ont accompagné les Bnei Israël, non seulement quand ils sont sortis d'Égypte, mais tout au long de leur voyage, de leur parcours dans le Midbar, jusqu'à ce qu'ils rentrent en Eretz Israël, ou plus exactement, jusqu'à ce que Aaron HaKohen rende son âme au Créateur. Et c'est à ce moment-là que les Anané Kavod, que les nuées de gloire ont disparu. Alors, ce sujet, ce n'est pas simplement une controverse midrashique, même si elle peut être très intéressante par ailleurs, mais ça dépasse bien sûr le cadre de ce cours, mais ça a une implication dans la halacha, dans la mesure où les mitzvot, srichot kavana, les mitzvot nécessitent et doivent être accompagnés d'une intention explicite. C'est-à-dire que quand je réalise l'acte de la mitzvah, je dois comprendre que je suis en train de réaliser une mitzvah, et en l'occurrence, là, je dois comprendre le sens de cette mitzvah, puisque le pasuk le précise. Ki basukot hoshav tiet bene Israël, beotsi otam me'eret Mitzrayim. Ça veut dire que quand on s'installe dans la soukha, on doit penser aussi au sens de cette mitzvah tel qu'il est explicité par le pasuk. Je m'installe dans la soukha, là, je m'apprête à réaliser cette mitzvah de la soukha, parce que la Torah nous ordonne de nous rappeler des soukhotes dans lesquels les Bnei Israël se trouvaient quand ils sont sortis d'Égypte. Donc ça fait partie de la mitzvah de comprendre de quoi il s'agit. Or, il a été tranché que ce sont aux Anané Kavod que l'on doit penser, aux nuées de gloire que l'on doit penser quand on réalise la mitzvah de la soukha. C'est comme ça que la halacha a été tranchée. Alors, si on ouvre son marzor et qu'on récite les supplications, les demandes, les Leshem Yichud qui sont inscrits avant d'entrer dans la soukha, eh bien, on réalise cette mitzvah et cette kavana pleinement comme il se doit. Maintenant, on n'est pas obligé de les réciter de façon formelle, c'est juste une recommandation pratique. Mais par contre, on doit y penser quand on s'installe dans la soukha, qu'on fait référence aux Hanan et Kavod, aux nuées de gloire qui ont accompagné le peuple d'Israël. Alors, la raison pour laquelle on tranche comme Rabbi Eliezer, ça peut surprendre pour ceux qui connaissent un petit peu la façon dont on tranche, les méthodes de Psycha, parce qu'en général, on tranche plutôt comme Rabbi Akiva. Alors, on peut invoquer le fait que dans d'autres sources, notamment dans le Sifra, eh bien, ce n'est pas Rabbi Eliezer qui dit que les Sukkot font référence au Hanan et Kavod, mais bien Rabbi Akiva. Donc, on tranche comme Rabbi Akiva, telle que la version du Sifri rapporte son opinion. On peut aussi faire référence au Targum Ankelos. On peut dire que même si en général on tranche comme Rabbi Akiva, là le Targum Ankelos traduit la traduction donc en araméen qui se trouve dans le Chumash, traduit les Sukkot par Anané Yekar, donc les nuées de gloire, et c'est pour cela que l'habitude a été de trancher comme Rabbi Eliezer. Mais là, ça dépasse bien sûr déjà le cadre de ce cours. Alors qu'est-ce que c'est la misa de Yeshiva Basuka? Quand on dit Teshvu Basukot, vous vous installerez dans le Sukkot. La yeshiva ne veut pas dire simplement s'asseoir. Quand on dit à la fin du passage de la Hakeda Vayeshev Avraham Biver Shava, Avraham s'est installé à Be'er Sheva, on parle de s'installer. Vayeshev ne signifie pas il s'est assis à Be'er Sheva, ça veut dire il s'est installé à Be'er Sheva. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut comprendre la bracha Leshev Basuka, s'installer dans la Souka. Alors le Shulchan Aruch, et citant la Mishnah bien sûr, explique que on mange, on boit dans la soukha, on vit dans la soukha jour et nuit, comme on vit dans sa maison tout au long de l'année.
On fait de la souka sa résidence principale en y plaçant ses meubles, sa belle vaisselle, on y place ses chandelles, la menorah, son lustre. C'est ce qui est rapporté dans la Gemara. Bien sûr, on parlait de lustre avec des flammes, donc des candélabres, dans la mesure bien sûr où la taille de la souka le permet et qu'il n'y aurait pas de risque d'incendie. Donc chaque instant passé dans la souka constitue une mitzvah assez. Même si on s'y installe pour lire un journal, pour discuter avec des amis, pour jouer à un jeu de société, eh bien c'est aussi une mitzvah. Alors est-ce que c'est la meilleure occupation à avoir dans la souka? C'est discutable, on en discutera peut-être dans une vidéo ultérieure, mais chaque instant passé dans la souka, en tout cas, constitue une mitzvah tassé, un commandement positif, et tout le temps où on n'est pas dans la souka pendant la fête des Sukkot, on manque à cette mitzvah, si on en a la possibilité, bien sûr. Alors, ce qu'on va examiner, c'est pour quoi la souka est obligatoire, c'est-à-dire pour quelles activités, pour quelles choses la souka est obligatoire, pourquoi elle est recommandée, dans quel cas c'est pas obligatoire d'aller dans la souka, on peut le faire, on a le droit de le faire aussi dans la maison, même si c'est toujours mieux d'être dans la souka, comme on l'a vu, et on verra aussi en quoi ces obligations peuvent varier en fonction des conditions, notamment météorologiques, dans le cadre de cette série. Alors, lorsqu'on prend du pain à partir de la quantité d'un kabetza. Un kabetza, c'est environ 54 grammes, même si la définition est sujette à controverse. Alors, dans le cas d'un kabetza de pain, il sera obligatoire de le manger sous la souka, et ce tout au long de la fête de Sukkot. Ça veut dire que même si le 7e jour, j'ai envie de prendre un sandwich, un petit sandwich, un kabetza, et je suis déjà le 7e jour de Sukkot, eh bien j'ai l'obligation de le consommer sous la souka. Donc tout au long de la fête, si je veux consommer du pain, il faut que j'aille dans la souka. Je peux consommer d'autres choses, on verra, en dehors de la souka, mais pour du pain, je suis obligé de le consommer dans la souka. Et non seulement cela, c'est à ce moment-là, au moment de ce repas de pain, qu'il faudra réciter la bracha, la bénédiction sur la mitzvah, Asher Kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu, les chefs Basuka, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot et qui nous a ordonné de nous installer dans la souka, de s'installer dans la souka. Encore une fois, les chefs signifient s'installer. Alors, même si cette bracha porte sur toute l'installation, tu veux dire, mais pourquoi? On peut se demander, mais pourquoi c'est à ce moment-là que tu fais la bracha? Pourquoi c'est pas au moment où je m'installe sur mon fauteuil pour boire un thé? Là aussi, je suis installé dans la souka. Quand je me balade dans la souka, quand je m'assois dedans pour y réfléchir ou faire quoi que ce soit d'autre. Effectivement, c'est vrai que la bracha porte sur toutes les activités de la souka. Et quand on récite la bracha l'Eshev Basuka quand on mange du pain, on doit penser à acquitter aussi le moment où on va étudier sous sa souka, on va discuter sous sa souka, etc. Néanmoins, le minhag, et c'est ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, est de ne réciter cette bracha qu'au moment des repas. Au moment des repas, donc au moment où on s'apprête à consommer du pain. Et en général, on récite cette bracha après la bracha de Hamotzi. Donc on dit d'abord Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Hamotzi lechem min haaretz sur le pain, et ensuite seulement les chefs Basuka. Alors si c'est Yom Tov ou Shabbat, on a l'habitude de réciter cette bracha lors du Kiddush, puisque le Kiddush ne se récite qu'à un endroit où on va prendre une Seouda. De même, si on consomme des gâteaux ou des viennoiseries, dès que leur volume excède un kabetza, eh bien là aussi, on est obligé de les consommer dans la souka. Alors, concernant la bracha, les avis sont partagés. D'après le Mishnah Brura, le Mishnah Brura rapporte plusieurs opinions à ce sujet, mais il rapporte que l'habitude est de réciter les chefs Basuka pour des gâteaux, et c'est ce qui est rapporté aussi par le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Gansfried, et c'est là la coutume ashkénaze. Le Rav Frida, toutefois, Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui est un décisionnaire de référence dans les communautés séfarades, tranche qu'on ne récite pas la bracha sur du gâteau. Et c'est aussi l'opinion du Ben Ishraï et d'autres décisionnaires plus récents. C'est pourquoi la coutume séfarade répandue est de ne pas réciter les chefs Basuka sur de gâteaux, à moins d'en prendre une quantité qui constituerait une kviut seuda, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un repas fixe sur des gâteaux. Et pour comprendre cette notion, je vous recommande de revoir notre série sur le pain mésonote. Concernant les plats cuisinés mésonotes comme les pâtes ou le couscous, qui ne sauraient constituer une Seouda au sens où on ne va pas réciter Hamotzi dessus. Jamais on récite
hamotzi sur des pâtes, même si on consomme des quantités astronomiques. Et même chose pour le couscous ou ce genre de plat. Alors là aussi, le minhag ashkenaz est de réciter les chefs basouka. Et le minhag séfarade, là, à ce moment-là, il est plutôt partagé. Dans le Yechavedat, le Rav Ovadia Yosef, lui, il recommande de ne dire les chefs basouka que quand on en consomme la quantité qui en fait une kviyut seuda, c'est-à-dire une quantité de 230 grammes, comme pour les gâteaux. Sinon, même si on a l'obligation de consommer ce kabetza, ce volume d'un œuf de pâte ou de couscous dans la souka, on ne va pas réciter les chefs basouka. Ça, c'est donc l'opinion du Yechavedat. Par contre, en Afrique du Nord, le minhag, donc dans des communautés sfarades aussi, c'était un petit peu différent. On récitait mésonotes sur un plat de pâtes ou de couscous, bien sûr, et on récitait les chefs basouka dès qu'il y avait un kabetza, dès qu'on en avait, même plus d'un kabetza, dès qu'on en avait une bonne assiette sur laquelle on pouvait dire qu'on fixait sa seouda. C'est-à-dire que si on grignote un petit peu de couscous, on n'est pas obligé d'aller dans la souka. Si on en prend un kabetza, pas non plus. Mais si on prend un plat de couscous ou un plat de pâtes, là, on peut dire que ça constitue un repas. Et là, on avait l'habitude, en Afrique du Nord, de réciter les chefs basouka dessus, même s'il y en avait moins de 230 grammes, donc le volume de 4 bétim, de 4 œufs. Donc, en résumé, pour du pain, tout le monde demande la souka avec la bracha de l'Echef Basouka. Pour du mésonote, le minhag ashkenaz, c'est de réciter l'Echef Basouka, que ce soit pour des gâteaux ou que ce soit pour des pâtes ou du couscous. Et le minhag séfarade, c'est de ne réciter l'Echef Basouka sur du mésonote que quand il y a une quantité de kvi ou tseuda, c'est-à-dire 4 betsim, 230 grammes, sauf pour le minhag d'Afrique du Nord concernant les pâtes et le couscous, parce que les pâtes et le couscous, on peut dire que c'est un peu plus un repas que des gâteaux. Pour que des gâteaux deviennent un repas alors qu'ils sont fabriqués pour, pour n'être qu'un encas, alors là, il faut vraiment une bonne quantité, 230 grammes, ce qu'on appelle arba betsim. Par contre, pour des pâtes et du couscous, c'est logique de dire qu'avec une assiette, une bonne assiette, eh bien, ça devient un repas. Et donc, c'est pour cela qu'on avait l'habitude de réciter dans ce cas-là les chefs basouka. Le mieux, c'est de toujours dire Hamotzi lechem min haaretz. On a le mérite de dire le Birkat Amazon, de dire Ya'alev Yavo, et on sort de tout ce genre de problématiques. En tout cas, pour ces aliments, la consommation dans la souka est obligatoire. Sur ça, ça ne fait pas de doute. Dès qu'on en consomme un kabetza, le volume d'un œuf. Donc, on a dit environ 54 grammes. Concernant le vin, la viande et le poisson, si on prend une bonne part de viande, un bon steak, un beau poisson, alors même si c'est consistant, les Mishnah Brura, et que le Mishnah Brura, j'y arrive, recommande vivement de ne les manger que sous la souka. Il rapporte beaucoup de Acharonim qui disent qu'il faut être marmire à ce sujet. Le Kitsoshon de Rav Shlomo Gansfried rapporte qu'il faut le faire, sans même que ce soit un débat. Malgré tout, du point de vue de la stricte halacha, on a le droit de les consommer en dehors de la souka, comme les fruits et les autres boissons pour lesquels il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quantité maximale. On a le droit, selon la stricte halacha, de consommer autant de fruits et de boissons que l'on veut en dehors de la souka. Ça ne fait pas de problème, ce n'est pas obligatoire. Alors il faut préciser qu'au cours d'un repas, même un verre d'eau, ça fait partie de la souda, fait partie du repas. Et par conséquent, il doit être consommé dans la souka. C'est-à-dire que quand on est en train de prendre son repas et qu'on a un verre d'eau, on ne peut pas sortir de la souka pour aller chercher quelqu'un ou quelque chose, et pendant qu'on est en dehors de la souka, boire de ce verre d'eau et se dire, après tout, ce n'est que de l'eau. C'est pas du pain, c'est vrai. Mais étant donné que ce verre d'eau est pris dans le cadre d'une séouda, dans le cadre d'un repas, il fait partie du repas. Et comme n'importe quel repas, il doit être pris dans la souka. Donc on doit d'abord finir son verre d'eau ou laisser son verre d'eau, sortir, aller voir la personne qu'on a envie d'aller chercher, aller chercher l'objet ou l'aliment qu'on a besoin d'aller chercher, et ensuite revenir sous la souka pour pouvoir continuer. Mais on ne doit pas manger ou boire en dehors de la souka dans le moment, dans tout le temps de la séouda. Même chose, si on a une bouchée
On doit terminer sa bouchée avant de sortir de la souka. On ne peut pas finir une bouchée en dehors de la souka quand on est en plein repas, parce que cette bouchée-là, elle fait partie du repas. Et donc, elle demande, elle exige qu'on reste sous la souka. Et il faut aussi savoir que même s'il est possible de se priver de pain pendant toute la durée de la fête de Sukkot, on peut dire, écoute, je ne peux pas aller dans la souka, je vais manger des galettes de riz pendant tout Sukkot. Les galettes de riz, ça a le même statut que le vin, la viande et le poisson. Donc je vais manger des galettes de riz pendant tout Sukkot, et au moins, je n'aurai pas ce problème de manger sous la souka. Alors c'est possible, dans l'absolu c'est possible. C'est dommage de manquer une mitzvah, mais c'est possible, c'est permis. Néanmoins, le premier soir de Sukkot, et en Chutz La'aretz le deuxième soir aussi, donc le premier Yom Tov de Sukkot, il est obligatoire de consommer un kazaït de pain, c'est-à-dire le volume d'une olive de pain, dans la souka. Le volume d'une olive de pain. C'est même si ce n'est pas un kabetza m'oblige à être dans la souka. Mais le premier soir de Sukkot, on doit manger un kazaït. Et le kazaït justifie justement peut-être ce l'échef basouka, même si c'est mieux d'en consommer un kabetza. En tout cas, le premier soir, pourquoi on allait cette obligation et pourquoi cette différence avec le reste de la fête? Eh bien, on fait une déduction par analogie de termes. C'est-à-dire que de la même manière que le soir de Pessah, où on prend notre seder, et on a l'obligation d'y consommer de la matzah, et on a l'obligation de consommer un kazaït de matzah, le volume d'une olive de matzah, uniquement le soir de Pessah. On pourrait manger des pommes de terre pendant tout Pessah, mais le soir du seder, on doit consommer de la matzah, on a l'obligation de consommer de la matzah, et que la fête de Pessah commence le 15 Nissan, le Hamisha Asar, eh bien la fête de Sukkot, qui elle aussi commence le Hamisha Asar, le 15, mais cette fois du 7e mois, du mois de Tishri, là aussi, le premier soir, il y a une obligation de réaliser la mitzvah de la fête, et donc de consommer un kazaït de pain sous la souka, comme on mange un kazaït de pain azim, donc de matzah, du pain de Pessah, le premier soir de la fête de Pessah lors du Seder. Et donc, par analogie, l'obligation du premier soir de Pessah s'applique aussi le premier soir de Sukkot. Donc, c'est pour ça que même si on pourrait éviter l'obligation de Sukkot pendant le reste de la fête, le premier soir de Sukkot, c'est obligatoire. Alors, même si pour les autres aliments que le pain et les mésonotes, on peut les consommer en dehors de la souka, la Mishnah rapporte que certains Tanaïm avaient l'habitude de ne rien consommer en dehors de la souka, y compris de l'eau. Et le Shulchan Aruch rapporte au sujet de ceux qui s'inspirent de la conduite de ces Tanaïm, qui s'inspirent de leur exemple, que ceux-ci sont dignes de louange. Alors on verra qu'en cas de pluie, et qu'en cas de difficulté, il y a la notion de mitztaer, de celui qui souffre, qui permet de se libérer, qui retire la mitzvah de la souka. On va le voir. On va voir, Bezrat Hashem aussi, dans d'autres séries, qui est concerné par la mitzvah de souka, pourquoi plus spécifiquement les hommes que les femmes, plus précisément. On verra aussi dans quelle mesure on a l'obligation de dormir sous la souka, et on verra aussi quelques éléments qui permettent de déterminer la cacheroute d'une souka. D'ici là, je vous dis à très bientôt et Chag Sameach.